Bienvenue. Aujourd'hui, direction Osaka. Euh, et plus précisément, le quartier de Kita. Mais on va essayer d'aller un peu au-delà, disons des gratte-ciel, des centres commerciaux habituels. On a fouillé pas mal de sources, des récits historiques assez détaillés, des articles sur certaines zones comme Ogimachi, des infos plus générales aussi, des guides. L'objectif, c'est de dénicher quelques histoires, quelques lieux un peu cachés, qui montrent une autre facette de Kita. Un quartier où, en fait, le passé dialogue constamment avec le présent, parfois de manière assez surprenante. On va explorer ça ensemble. Oui, c'est une super idée. Parce que Kita, on pense tout de suite centre économique, politique avec la mairie, la Banque du Japon à Nakanoshima, la gare d'Osaka à Umeda. Le cœur névralgique, quoi. Exactement. Mais c'est tellement plus que ça. C'est un quartier de contraste, vraiment, entre les petites ruelles presque hors du temps de Nakazakicho et puis le quartier, disons, plus chic et nocturne de Kitashinchi. L'histoire est là, juste sous nos pieds, si on prend le temps de regarder. Alors, commençons par Umeda, justement. Aujourd'hui, bon, ces grands fronts Osaka, ces immenses galeries souterraines, c'est difficile d'imaginer qu'avant, cet endroit avait une réputation assez sinistre. On parlait des Umeda Nanabaka, les 7 tombes d'Umeda. C'était quoi au juste? À l'époque, Edo, c'était vraiment la périphérie d'Osaka. Une zone un peu laissée à l'abandon, presque sauvage. Et c'est là qu'on enterrait les personnes sans famille, les muen botoke, comme on dit, et puis aussi les condamnés à mort après leur exécution. Ah oui, d'accord. Les textes de l'époque décrivent une atmosphère assez pesante, vous voyez. On parle de feux follets la nuit, de hurlements de chiens sauvages. Les gens évitaient le coin, ou alors ils passaient très vite. Il y avait une sorte de crainte mêlée de respect pour ce lieu. Et le lien avec le Umeda d'aujourd'hui, hein, parce que c'est ça qui est assez déroutant. Ah mais le lien est direct, et c'est ça qui est fascinant. L'immense centre commercial souterrain Uichi Umeda, ce labyrinthe où tout le monde se presse aujourd'hui, Oui. il est construit juste là, sur ou tout près de ces anciennes tombes. On est passé, comment dire, d'un lieu associé à la mort à une véritable fourmilière commerciale hyper active. C'est fou. Donc l'idée, c'est que la modernité, c'est littéralement bâti sur les fantômes du passé, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Une sorte de palimpeste urbain, si on veut. La vie moderne, le commerce, l'énergie trépidante recouvrent cette histoire, mais sans l'effacer complètement. Certains racontent même qu'il y a des zones, la nuit, où l'atmosphère reste particulière. Hmm. C'est très Osakaïte, ça, cette capacité à intégrer, à transformer son histoire, même les aspects les plus sombres. On construit dessus, on avance. C'est vraiment intéressant. Alors, changeons d'ambiance. Une autre histoire, beaucoup plus romantique, mais tragique aussi. À Sonezaki, on entend souvent parler du Sonezaki Shinju. Ah oui, le double suicide amoureux de Sonezaki, une histoire célèbre qui date de 1703. C'est l'histoire de Tokube, un jeune commis qui travaille dans le commerce de la sauce soja, je crois, et d'Ohatsu, une courtisane du quartier des plaisirs. D'accord. Leur amour était impossible à cause des pressions sociales, des dettes de Tokube, bref, ils étaient acculés. Et ils ont décidé de mourir ensemble dans la petite forêt qui appartenait au sanctuaire Tsuyu no Tenjinsha. Un pacte, un double suicide. Et cette histoire a eu un impact culturel énorme, c'est ça, hein? Ah oui, immense. Quasiment tout de suite après, le grand dramaturge Chikamatsu Monzaemon, une star du théâtre de marionnettes Joruri, en a fait une pièce, Sonezaki Shinju, et ça a été un succès phénoménal dans tout le Japon. Donc la pièce a rendu l'histoire et le lieu célèbres. Exactement. Ça a immortalisé leur amour tragique, et du même coup, ça a comme sacralisé le lieu de leur mort, le sanctuaire Tsuyu no Tenjinsha. Ce qui nous amène au trésor caché d'aujourd'hui, justement. Ce sanctuaire. Tout à fait. Le Tsuyuno Tenjin-sha, que tout le monde à Osaka appelle Ohatsu Tenjin, en hommage à Ohatsu, c'est assez incroyable de trouver ça là, à quelques minutes à pied de l'agitation du Meda. C'est une petite oasis de calme, une vraie forêt urbaine, avec des arbres qui ont, pour certains, plus de 300 ans. Mais alors, comment une histoire aussi triste, une tragédie, a pu transformer le lieu en durieux, en spot pour les amoureux? C'est un peu paradoxal, non? C'est le pouvoir de l'art et de la mémoire collective, j'imagine. La pièce de Shikamatsu a tellement ému qu'elle a transformé cette histoire de mort en symbole d'amour éternel, d'amour pur qui dépasse les obstacles. Ah, d'accord. Du coup, aujourd'hui, les couples viennent prier pour leur bonheur, pour trouver l'âme sœur. Il y a même un petit bassin en pierre,
le Ohatsu Tenjin no Tezuibachi, où on dit qu'ils auraient écrit leurs lettres d'adieu. Et surtout, il y a des milliers et des milliers de plaquettes en bois, les ema, accrochées partout avec des vœux d'amour. C'est devenu un endroit très populaire, un genre de sanctuaire secret pour trouver l'amour. Donc, ce qui est frappant ici, c'est vraiment comment un drame intime, amplifié par une œuvre d'art, a pu redéfinir complètement l'identité d'un lieu. Oui, c'est ça. Le lieu devient porteur d'un symbole qui dépasse l'événement lui-même. Alors, si on essaie de prendre un peu de hauteur avec ces deux histoires, Umeda et Sonezaki, qu'est-ce que ça nous dit sur Kitai finalement? Que ce quartier, c'est bien plus que juste un centre d'affaires moderne et animé. C'est un peu comme un livre d'histoire, non? Parfois sombre, parfois romantique, mais toujours là, juste sous la surface. Tout à fait. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est cette superposition constante des couches historiques. Et Umeda et Sonezaki ne sont que deux exemples parmi tant d'autres. On pourrait parler de Shayamachi, avec son histoire liée au jazz juste après la guerre, Mhm. ou bien des traces de l'ancien immense marché du riz de Dojima, près du pont Watanabe, qui était vital à l'époque Edo, ou encore de Nakazakicho, ce quartier d'imprimeurs qui a décliné, puis qui renaît aujourd'hui, avec des artistes, des cafés. Chaque coin de rue potentiellement raconte une histoire de transformation. Ce qui amène peut-être une dernière réflexion. En se baladant dans Kita, ou même ailleurs, quelles autres histoires, quelles autres strates sont là juste sous nos yeux et qui attendent simplement qu'on prenne le temps de regarder un peu différemment, au-delà des apparences immédiates? C'est une excellente question à garder en tête, oui. Chercher un peu plus loin que la façade.